Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes co-présentateurs Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir Aliou. Thierno Souleymane Diop-Niang. Bonsoir Thierno. Bonsoir Aliou. Tout à l'heure, en seconde partie, nous allons recevoir Madame Johanna Maccabi, qui est cinéaste et scénariste, qui viendra nous parler du film documentaire qu'elle est en train de développer actuellement, ainsi que Monsieur El Hadj Lebon, qui viendra nous parler du livre de jeunesse qu'il a publié intitulé Les contes de El Hadj Lebon. Mais tout de suite, nous allons recevoir un produit des foyers d'enseignement islamique ainsi que des universités égyptiennes et françaises. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et directeur du centre de recherche sur le patrimoine intellectuel africain Badiordo. Il publie le rapport intitulé « Les actes du Congrès du Fouta sur l'éducation et la formation ». Nous avons le plaisir de recevoir un habitué de l'émission, le professeur Mamadou Yourissal. Nous allons également recevoir un diplômé de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est écrivain, chroniqueur et scénariste. Il publie aux éditions Elma, en coécriture avec le professeur Iboudra Messila, l'essai intitulé « Autour de la mort, réflexion philosophique croisée ». Nous accueillons M. Ibrahima Diakhaté Makama. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, professeur Sall. Vous venez nous présenter ce rapport sur les actes du Congrès du Fouta sur l'éducation et la formation, qui s'est tenu à Chilone, je crois. Ça va faire un an maintenant. Et pour ce... Je pense que le prétexte, c'était l'université de Matam, que le président de la République avait dit qu'il devrait construire à Matam d'ici 2024. Donc, sous la tutelle du cher Thierno Madénétal, vous avez fait ce congrès au Fouta. Et vous, en tant qu'universitaire, je pense que vous avez vraiment encadré ce congrès pour pouvoir, comme d'habitude, parce que vous, votre cheval de bataille, c'est vraiment le fait que vous vouliez que l'éducation islamique soit vraiment introduite dans les curricula au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau universitaire. Merci beaucoup Alioune et merci à nos amis Laura et Thierno Souleymane Diop et à notre invité. Et je voudrais aussi remercier et saluer l'ensemble des téléspectateurs du dimanche soir. Je suis très content de me retrouver avec vous. Comme vous dites, je suis habitué de l'émission. C'est peut-être ma troisième ou bien ma quatrième fois. C'est toujours avec plaisir de discuter et d'échanger avec vous sur les questions scientifiques et académiques. Donc, vous me trouvez avec les Sandadi. Donc, ce n'est pas en tant qu'universitaire, c'est en tant que Sand. C'est un étudiant en sciences islamiques. C'est que ce n'est pas comme le Wolof, on ne dit pas talibé partout. Au Fouta, on dit Doudal. On ne dit pas Dara. Doudal, c'est l'équivalent de l'académie. Donc, Doudal, c'est très inspiré quand même, cette appellation. Doudal veut dire, c'est le foyer au vrai sens du terme, donc source d'énergie et de lumière en même temps, parce que c'est autour du foyer qu'on apprenait. Donc c'est bien inspiré, c'est plus pertinent que Académie qui est un mausolée, une tombe, Académus, et au bord duquel Socrate dispensait ses cours de philosophie. On l'a appelé Académie et c'est devenu presque l'Académie. Donc nous sommes mieux inspirés que les Grecs de ce point de vue-là. Donc c'est en tant que Sand, j'ai coordonné et j'ai rapporté ces actes du Congrès qui a réuni l'ensemble des Sandadi, sont des étudiants d'un certain niveau en sciences islamiques à Chilone. Chilone, c'est la capitale scientifique et politique du Fouta du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe. C'est Chilone. C'est là que les Foutanké avaient choisi pour être leur capitale et l'Almami devait être à Chilone. Donc le premier Almami, Abdul Qadir, a quitté Apé du côté de Boundou pour venir s'installer à Chilone, qui est le milieu, qu'on appelle Sand Fouta. Donc c'est en tant que Sand que j'ai coordonné et j'ai rapporté les actes du Congrès qui sont réunis sur l'éducation et la formation. Comme vous dites, je suis militant
d'une académie ouverte et universelle, pas forcément pour les sciences islamiques. Je me suis dit, pourquoi notre académie à nous, du Sénégal, soit fermée à ceux qui font les sciences islamiques? Il n'y a pas de faculté en sciences islamiques. Depuis, or, c'est vraiment l'institution qui est là depuis 1000 ans. C'est bizarre. Quand on dit Doudal du Fouta, c'est vraiment l'une des premières académies de l'Afrique. C'est Tombouctou, c'est Égypte et Tunisie, Kairouan. C'est le foyer de Kairouan qui est vraiment développé, qui s'est développé pour venir au Maghreb, Tombouctou, puis le Fouta et après Pire. Donc c'est vraiment une académie ancienne. Les Foutanké connaissent bien le niveau supérieur depuis longtemps. Et c'était un peu étonnant qu'au moment des indépendances, qu'on ne puisse pas développer cette académie-là. Et autour de cette académie-là, tous les apports récents. L'apport occidental, ça c'est un apport oriental qui est là depuis 1000 ans, qu'on a pu digérer parce qu'on l'a intégré dans nos valeurs. Nos daras sont intégrés, on a conservé nos valeurs, on a vraiment digéré l'apport oriental et on a oublié même que ça vient de l'Orient avec l'alphabet qu'on a transformé, nos appellations. C'est différent de l'apport occidental. Mais je me dis, moi je suis un peu une synthèse entre les deux, j'ai fait les deux systèmes. Pourquoi ne pas avoir une école intégrée, une académie intégrée, pas inclusive, comme on dit, comme s'il y a un système de référence qui va intégrer l'autre, qui va inclure l'autre. Je recule ce terme-là, je dis une école intégrée, une académie intégrée, une université intégrée, une université ouverte à toute la jeunesse. L'essentiel, c'est d'avoir un niveau. Mais un niveau, si on a une éducation de base en sciences islamiques, on a un niveau supérieur, pourquoi ne pas intégrer cette université-là? Pourquoi être obligé de quitter le pays comme nous l'avons fait et aller en Égypte et intégrer El-Azhar? Pourquoi ne pas avoir une offre académique ici? C'était ça l'enjeu du Congrès. Donc il y a eu des recommandations fortes en disant il est temps qu'on ouvre notre académie pour que toute la jeunesse puisse y trouver son compte et les parents soient satisfaits. Au lieu de risquer d'envoyer nos enfants en Occident ou en Orient, aller chercher quand même le niveau supérieur ailleurs, c'est risqué. Vous le savez, avec beaucoup d'idéologies agressives actuellement. Nous le sentons partout, hein, pas seulement en Occident, même en Orient. Donc faisons attention, gardons le plus longtemps possible nos enfants, qu'ils soient mûrs et aguerris, et après on les laisse choisir. S'ils veulent sortir, qu'ils sortent, mais pas avec un bac, 17 ans, 18 ans. On les met ailleurs et on attend d'eux quand même une cohésion sociale. Le Fouta en a souffert à l'une. C'est très tôt qu'on a commencé à quitter le pays parce qu'on n'avait pas l'offre supérieure. Donc les premiers étudiants arabisants sont rentrés et ont bouleversé la cohésion du Fouta. À l'époque, quand on appelait quelqu'un étudiant arabe, c'est péjoratif. C'est insulter ses parents en disant que vous avez laissé votre fils aller dans le monde arabe, revenir contester notre autorité en tant que chef religieux et contester nos confréries. Ça a créé beaucoup de difficultés. Ça, c'est les premières générations qui ont quitté. Cheikh Omar fait partie des premiers arabisants, mais Cheikh Omar est une exception. Il a quitté, il est resté lui-même. Il a quitté comme Tidjane, Cheikh Omar al-Fouti Youtal, il a quitté comme Tidjane, confrérie, qui est fait et contesté en Arabie Saoudite. Il est resté longtemps, 4 ans, 3 ans, mais il est devenu comme Tidjane, même plus Tidjane qu'avant. Ça, c'est... Après, on a perdu ça. Quand on quittait en tant que membre d'une confrérie, on revenait, on sort de cette confrérie-là. Absolument. Mais il était solide, aguerri, mûr. Donc, il a conservé tout ce qu'il avait avant de partir. Il est revenu lui-même, sans contester ce qu'on avait avant. Vous voyez la différence. Entre laisser quelqu'un qui est mûr sortir et laisser quelqu'un qui n'est pas encore mûr sur le plan de nos valeurs. Et sur le plan académique, est-ce que vous pensez que vous êtes prêt pour avoir les formateurs qu'il faut pour faire la formation de formateurs à ce niveau supérieur? Oui, c'est ça aussi l'incompréhension. Le Sénégal est prêt depuis longtemps. Je dis l'académie date de 1000 ans. Oui, tout à fait. Le niveau en sciences islamiques était supérieur depuis longtemps. Vous savez. Mais est-ce qu'on n'a pas perdu justement ce niveau? Il y a des doutes. Fouta est toujours une destination islamique scientifique de la sous-région. Tous ceux qui veulent apprendre la charia vont au Fouta. Même au niveau de l'intérieur du Sénégal, on envoie nos enfants au Fouta pour la charia. Je ne parle pas du Coran. Les écoles coraniques sont partout maintenant. Mais la charia, souvent, les gens quand même préfèrent envoyer au Fouta. Et on y trouve des Maliens, des Bissau-Guinéens, d'autres de la sous-région. Jusqu'à maintenant, allez-y, chez Tiano Samassa, chez Tiano Alutiam, à Ourossogui, vous allez trouver quand même beaucoup de nationalités. Beaucoup de nationalités. Donc, je pense que c'est une destination. On a très tôt eu une masse critique d'érudits, avec maintenant notre collaboration avec la Mauritanie, pour pouvoir
institutionnaliser notre académie. Mais on ne l'a pas fait, malheureusement. Et ça nous rattrape. On est en retard sur beaucoup de choses parce que maintenant, les gens sont formés. Même nous, notre ministère des Finances, pour avoir des compétences en sciences islamiques, envoie des délégations à Dubaï. C'est bizarre. On devait être devant. Moi, je me souviens, on m'avait contacté, parce que j'ai fait la France, on m'avait contacté pour dire qu'on a besoin des gens qui connaissent la charia pour nos banques, nos guichets islamiques. Pas les banques. Ils ont des guichets depuis Sarkozy. Ils ont envoyé une délégation ici et certains m'ont contacté. Je dis malheureusement, effectivement, ils ont le niveau en charia, mais ils n'ont pas de diplôme. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Mais ils ont recruté. Pour eux, c'est le niveau qui compte. C'est comme les Américains, ils ont recruté. Mais malheureusement, nous, on n'en profite pas assez. On devrait pouvoir maintenant expatrier des experts dans ce domaine-là. Si on avait une académie ouverte, des gens reconnus qui participent à des colloques scientifiques, la Malaisie, c'est là-bas qu'on a développé les finances islamiques. Ils étaient comme nous, moins lotis que nous sur le plan sciences islamiques. Mais quand ils ont ouvert leur académie et leur formation en sciences islamiques, ils ont pu trouver les finances islamiques et tout ce qui est économie et commerce islamique. Et maintenant, c'est vraiment le berceau des finances islamiques, la Malaisie. Absolument. Ils sont 100% de musulmans. Et très récemment, ils ont eu des foyers. Mais nous, c'est depuis 1000 ans qu'on a eu quand même cette institution-là. Nora. Bonsoir, professeur. C'est très intéressant de vous recevoir encore une fois sur le plateau pour parler un petit peu aussi de l'éducation. Et donc, on comprend que vous vous êtes réunis en plateforme pour réfléchir justement sur la situation de l'éducation et de la formation donc dans la vallée du fleuve Sénégal. Et c'est cet ancrage local-là que je trouve très intéressant dans votre intervention parce que vous avez tenté justement de déterminer les enjeux pédagogiques donc dans la vallée, de trouver une offre d'éducation et de formation inclusive, comme vous le disiez, de proposer un modèle scolaire universitaire intégré, comme vous le disiez également. Et donc, quand on consulte un petit peu les résultats attendus, à savoir de connaître les enjeux liés à l'éducation et la formation des jeunes au niveau local, c'est vraiment ce qui est important, mais aussi voilà, de favoriser la cohésion sociale, de l'égalité des chances et de donner une chance justement à tout le monde. Comment est-ce que vous avez pu évaluer depuis ce congrès, avec le recul que vous avez aujourd'hui dessus, comment vous avez pu évaluer finalement ces résultats qui étaient attendus là par rapport à ce qu'il en est aujourd'hui? Oui, c'est le 15 juin, hein, ça fait 2 ans que le président s'était engagé à ouvrir une académie, enfin une université dans le Fouta, c'est à Matam. Il a donné le nom à Souleymane Niang, grand mathématicien, votre homonyme. Nous avions quand même ces propositions-là avant. Je dis, la réflexion date de longtemps, c'est une académie qui date de longtemps. L'attente d'avoir une académie ouverte au monde et à toute la jeunesse était là depuis longtemps. Donc la réflexion a commencé bien avant. Et moi, j'ai produit beaucoup d'articles, même des livres sur cette question-là. Pourquoi attendre d'ouvrir l'université au Fouta, même des lycées techniques, des lycées agricoles? C'est bizarre, mais ça, c'était le fait colonial qu'on a pérennisé. On devait avoir beaucoup d'institutions agricoles parce que c'était le grenier du Sénégal avant la Casamance. Toutes les céréales provenaient du Fouta. Et Almami Abdoul même avait un peu affamé Saint-Louis parce qu'il avait bloqué le commerce. Il avait interdit le commerce avec Saint-Louis, ce qu'on appelait le Sénégal à l'époque, du temps colonial. Almami Abdoul. En fin politique, il avait bloqué tout cela. Donc, il a un peu affamé Saint-Louis. Maintenant, ils ont compris l'enjeu économique du Fouta. Donc, vous voyez, beaucoup d'infrastructures scientifiques devaient commencer par le Fouta. Des lycées techniques agricoles, des universités agricoles, au moins sur le plan économique, pour tirer des profits. Parce que c'est très bien arrosé, il y a le soleil et tout. Et la terre est fertile. Quand on a aboli l'esclavage, l'orientation coloniale était vers le Fouta, l'île à Morphile. Tout ce qu'on a fait après, ce qu'on appelle le bassin arachidier, on l'avait prévu pour Fouta. Mais c'est Eliman Boubacar Kane, c'est l'Allemagne du Dimat qui a bloqué avec Nder. Quand on a brûlé Nder, c'était vraiment contre la colonisation agricole. Hein. C'est ça Nder, c'est contre la colonisation agricole. Mais on a eu quand même des femmes braves qui se sont suscitées pour ne pas tomber dans les bras, pas forcément de l'ennemi, mais des adversaires de la colonisation agricole. C'est Eliman Boubacar Kane qui a créé une coalition du Cayor, du Baol, du Brakna, du Taralza, certains notables de Dagana et de Saint-Louis qui étaient contre la colonisation agricole. Les Français étaient seulement à Saint-Louis, pas au niveau du continent. Donc c'est ça qui a amené. Donc finalement, depuis l'engagement du président, ça fait 2 ans, on a fêté l'anniversaire le 15 juin, on attend. Nous, en tant que scientifiques, on a dit on propose un modèle qui soit différent du modèle actuel, UGB, U4, je suis de l'UGB, donc il faut forcément avoir un modèle différent en intégrant toute la demande de formation supérieure et ne pas marginaliser une partie de la jeunesse et l'obliger à quitter. Donc ça fait 2 ans. La promesse, c'est
pour la rentrée octobre 2024. On attend, on espère, on croise les doigts et on compte sur vous pour nous aider à mieux sensibiliser les acteurs politico-économiques pour dire qu'il était temps de miser sur la vallée et, comme on dit, d'en profiter comme il faut. J'étais il n'y a pas longtemps en Inde. L'Inde, c'est beaucoup d'États, c'est un continent. Et à l'une, peut-être qu'on est Bangalore. Bangalore, c'est l'État, un État scientifique. Toutes les grandes entreprises scientifiques, même informatiques, Google, tout ça, ils sont implantés. C'est eux qui travaillent pour les autres. C'est eux qui développent des logiciels pour les autres. Qu'est-ce que c'est que Bangalore? C'était la région la plus scientifique du continent. Donc, ils ont profité de ça. Donc, il y avait quand même un bon départ. On profite de ça, on développe ce qu'on n'a pas fait ici. Ici, la région qui était la plus développée sur le plan scientifique, c'était la vallée. On a délaissé la vallée, on a reculé, on a suivi le bassin arachidien et la côte atlantique, et on a recommencé à zéro. Donc, le modèle qu'on a, c'est un modèle qui ne date pas de longtemps. C'est 1817 avec Jean d'Arc qu'on a envoyé pour l'école officielle actuellement. Donc, ça ne date pas de longtemps. Donc, on avait quand même des atouts. Malheureusement, on n'a pas misé sur ces atouts-là. Et ça nous rattrape un peu. On a perdu beaucoup d'années. Si on nous compare à la Malaisie, qui est moins musulman, c'est 60% de musulmans, qui a accédé à l'islam un peu plus tard et qui a eu des foyers moins développés que nos foyers scientifiques. J'ai dit, on était là avec Kairouan, après l'Égypte, et Tombouctou, c'est surtout la région de la vallée. Et vous savez, on a quelqu'un qui est connu quand même en Inde, au Pakistan, si on est islamiste. C'est Salih al-Omar al-Fulani. Il vient de la région, Fouta Djallon. C'est l'un des premiers scientifiques à Médine, à Mecque, avant Cheikh Omar. Il fait partie maintenant des revivificateurs. Il est qualifié comme tel de l'islam. Très connu au Pakistan et en Inde, ses enseignements. Mais il est de la région. Il a quitté très tôt. Il a fait toute sa formation ici. Vous voyez, donc, le rayonnement scientifique, disons, du Sénégal a commencé très tôt. Mais il est porté par des produits de ce doudal-là, de cette académie-là. On n'en parle pas assez. Mais le Sénégal, à travers le mot Fouta ou bien Fulani, est connu bien avant. Parce que dans beaucoup d'écrits, on trouve Fouta, Cheikh Omar al-Foutiyou. J'ai assisté à un colloque, il y a une communication, il y avait Cheikh Omar al-Foutiyou. C'est un anglophone pour expliquer le mot Fouta aux autres qui ne connaissaient pas. Il dit c'est un mot pulaar qui signifie lina, c'est-à-dire un érudit. Pour lui, Foutiyou veut dire érudit en Fulani. J'étais participant, mais je n'ai pas rectifié. Je dis peut-être c'est leur compréhension. Effectivement, tous ceux qui venaient du Fouta étaient des érudits. Donc finalement, ils ont fait l'amalgame. Donc Foutiyou veut dire érudit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rencontraient qui étaient érudits. À la Mecque, en Égypte, à El-Azhar, qui venaient de la région, qui étaient érudits. Merci. Vous avez parlé un petit peu effectivement aussi de la jeunesse. Je rappelle que vous êtes justement enseignant-chercheur à l'UGB et également directeur du Centre de recherche sur le patrimoine intellectuel africain. Et à la lumière de ces recherches justement, vous avez établi un lien entre les systèmes éducatifs, la stabilité du pays et la violence aujourd'hui chez les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu vos réflexions sur ces thématiques-là que vous liez? Merci beaucoup, Laura. Vraiment, cette question-là m'intéresse beaucoup et je suis très contente de l'avoir actuellement. On a fait une conférence à l'Institut islamique il n'y a pas longtemps. C'est après le mois de mars, le premier mois de mars. C'était un questionnement scientifique. Dire que oui, on a beaucoup de jeunes. Les gens ont tendance à généraliser la jeunesse sénégalaise, la jeunesse mal éduquée, ainsi de suite. On l'a dit depuis longtemps, depuis Abdou Diouf. Je me suis dit, mais est-ce qu'on doit généraliser? Est-ce qu'il faut quand même essayer de distinguer? On a quand même deux types d'éducation. Pas l'éducation informelle, comme on dit. Les parents, la famille, la communauté, on l'appelle informelle dans notre école. Et l'éducation formelle, c'est le système éducatif. Officiel, ça existe. Et le système éducatif non officiel, je ne dis pas informel, mais non officiel, les DARA. J'appelle le système classique. Laura, qu'est-ce qui se passe? Il y a 16 000 DARA, puisque le nombre est supérieur au nombre d'écoles qui existent. Il y a 16 000 DARA, il y a autour de 15 000 écoles élémentaires. Je ne parle pas d'élèves, je dis DARA. Il y a 16 000 DARA environ. Ça, ce sont les statistiques du ministère de l'Éducation. Il y a autour de 15 000 écoles coraniques. Donc, il y a un nombre important quand même de jeunes du même âge dans les DARA. Ils ne sont pas très contents de l'État quand même.
Ils mendient même. La mendicité, quand on en parle, c'est eux. Ils sont démunis en beaucoup de choses quand même. Donc pourquoi ces jeunes-là, ils sont mécontents, ils ne sont pas très contents, pourquoi ils ne se manifestent pas? Ou bien quand ils se manifestent, ils ne cassent pas, ils ne brûlent pas. Ils ont le même âge que ceux qui sortent de l'école, qui brûlent. Même en allant en vacances, ils peuvent brûler et casser. Ça, on l'a vécu il y a 2 ans. À la veille des vacances, on commence à brûler ou bien à casser. Pourquoi? C'est un questionnement, Laura. Et je vous pose la question. Pourquoi une partie de la jeunesse qui sort des écoles, qui est éduquée dans le système officiel, qui, quand elle est mécontente, elle brûle, elle casse. Et l'autre jeunesse, peut-être mécontente, mais on ne l'entend pas. On ne l'a jamais vu manifester, ni brûler, ni casser. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, pour nous, c'est l'éducation, les 2 types d'éducation qui existent. C'est tout ça, l'explication pour nous. Les parents sont les mêmes pour nous. C'est les 2 systèmes éducatifs qui sont différents. Donc, les produits sont différents, tout simplement. Et je suis allé plus loin. J'ai dit, quand il y a malaise, il y a tension, on fait appel aux produits du système éducatif classique. Les produits des daras, les marabouts sont des produits des daras, les khalifs. On fait appel à eux pour calmer la tension. Mais pourquoi ne pas les inviter tout le temps dans les débats de toutes les questions de l'actualité, économique, politique? Ils participent pour calmer le jeu. Il ne faut pas attendre la tension pour faire appel à eux. C'est ça, donc. À l'entrée, il faut comparer les 2 systèmes éducatifs, formels ou bien officiels et non officiels, pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cela casse, cela ne casse pas. Et quand on fait les débats, on est entre nous, produits de l'école officielle. On oublie les autres. Mais s'il y a tension, on se souvient qu'il y a d'autres qui peuvent calmer. Mais les autres, là, sont des produits de l'école classique. Voilà les questions, maintenant. Je vous invite à réfléchir, peut-être, à nous proposer des réponses, s'il y en a. Mais le pays doit en profiter. Comme on a les 2 types d'éducation, peut-être il faut voir comment en profiter pour calmer le jeu et être serein, et être tranquille. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Thierry. Alors, c'est vrai, c'est un plaisir de vous revoir dans cette émission-là. Tout le plaisir pour moi. Vous êtes quelqu'un qui... Vous avez une maîtrise aussi bien de l'enseignement dit non officiel, pour ne pas dire informel, mais aussi vous êtes un professeur dans l'enseignement classique, et donc l'enseignement dit officiel. Donc c'est toujours intéressant de discuter avec vous de ces questions-là. Et moi, je pense que avoir une université, ou en tout cas une académie au Fouta, est quelque chose de très important, parce que, comme vous l'avez dit, le Fouta a joué un rôle pivot dans le passé, dans l'histoire islamique, et dans l'histoire même de l'éducation de ce pays-là. J'ai toujours du mal, et moi j'aimerais vraiment qu'un jour qu'on nous explique réellement ce qui s'est passé à Pire, avec cet incendie-là, qui a un peu démantelé une dynamique qui était là et qui allait peut-être faire du Sénégal un foyer ardent de connaissances, de savoir, mais aussi qui allait irradier toute la sous-région. Alors, c'est là que moi surgit ma première question. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, en réintroduisant l'enseignement des daara dans l'école, ou en tout cas, mais au plus haut niveau, est-ce qu'on aura cette école sénégalaise qui nous ressemble, qui brasse toutes nos réalités et qui va un peu nous couper un peu de cette dynamique, ou en tout cas de cette optique qui souvent est exogène et qui souvent ne nous sert pas comme il le faut, ou ne sert pas à nos intérêts? Merci Thierno, je prononce votre nom avec beaucoup de plaisir, Thierno Souleymane. Même le Souleymane Nia m'intéresse beaucoup quand même. Donc vous avez quand même la chance d'avoir des noms qui portent au niveau du Sénégal, des noms qui sont importants. Bon, je paie à l'âme de mon homonyme. Et à vos parents. Oui. Alhamdulillah. Mais c'est ça le rêve, Thierno. Le rêve d'avoir une école intégrée, c'est de dire qu'on puisse se retrouver, que les Sénégalais se retrouvent dans leur école et adhèrent à leur école. C'est ça le rêve. On a constaté qu'ils sont un peu comme hésitants, les Sénégalais. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'envie mon père. Il n'a pas douté. Les autres ont douté. C'est le doute de Cheikh Hamidou Kane. Est-ce que ce qu'on va oublier, est-ce que ce qu'on va apprendre va... ce qu'on va oublier. Oui, ça c'est l'interrogation de Cheikh Hamidou Kane. Il y a des parents qui n'ont pas douté. Et mon père en fait partie. Toute sa famille a dit, moi j'opte, c'est pour l'école classique, les daara. Je n'hésite pas. Moi je ne peux pas le faire. Je n'ose pas le faire. Voilà la force de nos parents, c'est la conviction. Mais c'est ça, en tout cas, le rêve. Le rêve, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir une école qui pourrait satisfaire tous les parents, sans dire que seulement que ce sont les daara ou bien l'école classique. Il y a quand même des choses très intéressantes au niveau de l'école officielle.
je viens de parler de l'éducation de l'école classique, donc il y a des choses intéressantes. Ouais. Au lieu de parler de la mendicité tout le temps, mais voyons, il y a quelque chose quand même qui est bon là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas le tirer et l'amener dans l'école officielle? Est-ce qu'on ne peut pas revoir l'école officielle pour intégrer tout ce qui nous manque et que les parents là s'y retrouvent? Pourquoi tous les parents envoient leurs enfants voir un enseignant le week-end, un marabout du coin, pour compléter leur formation? Vous pouvez avoir tout ça dans une école. Et les enfants se reposent quand même pendant le week-end, pendant les fêtes, à aller jouer. Mais on est obligé de les prendre et de les amener pendant les heures creuses de l'école officielle, voir un marabout ou bien un sage avec tout ce qu'on connaît. Ça, c'est un manque. On le constate nous-mêmes. Donc, c'est un rêve. Et on pouvait l'avoir. Je pense que, bon, Tchad a essayé, même si on dit que oui, la biologie, enfin, le métissage est biologique là-bas, mais nous, notre métissage est culturel. Eux, c'est biologique, c'est culturel. Ils sont en contact avec les Arabes, ils sont très métissés avec les Arabes, peut-être. Mais ils ont essayé quand même. Au Tchad, moi, quand je vois mes collègues du Tchad, ils sont bilingues, francophones et arabophones. Et ce qui nous fait mal ici au Sénégal, c'est ça. On nous a un peu handicapés en tant que produit de l'école officielle. Quand je vois le département de l'histoire Thierno, et pourquoi on ne connaît pas notre histoire du XVIIe et du XVIe, notre histoire devant Cheikh Omar, avant la colonisation. C'est parce que notre département d'histoire n'a pas pu produire des gens capables de se documenter dans ce domaine-là. Les meilleurs connaisseurs de l'histoire du Nord et du XVIIe, ce sont les Américains. C'est à partir de Robinson. Mais les autres là, c'est à partir de l'histoire coloniale. Pour eux, le Sénégal commence avec Cheikh Omar. Et nous tous, j'étais dans l'armée, le musée de l'armée. Et quand ils commencent leur histoire, surtout militaire, c'est avec Cheikh Omar. Ça mourit tout. Mais avant, ça n'existe pas. Or, l'Allemagne, c'est presque militaire. Donc, il y avait quand même de l'armée très organisée. Et Cheikh Omar était à l'aise parce qu'il a trouvé le Fouta aplani et dépassé. Donc, il n'avait rien à faire au Fouta. Donc, il n'avait qu'à quitter. Qu'est-ce qu'il pouvait faire au Fouta? Son père, la génération de son père a fait tout. Et en disant que je rêve d'avoir une école intégrée et d'avoir aussi cette génération, c'est le père de Cheikh Omar, réhabilité. Vous l'avez senti. On a dit, on propose une université multisite, multicampus, qui pourrait nous aider à mailler le Fouta. Le Fouta est très vaste, de l'est en ouest. Donc, en commençant par Kanel, on dit un campus à Kanel, qui porte le nom d'Abdul Karim Daf Diawando. Il fait partie de la génération du XVIIIe siècle, qui ont fait rayonner, sur le plan politique même, le Sénégal, avec l'Almamia. Il était à Pire. Après, je reviens à Pire. De l'autre côté, c'est à l'ouest, avec Eliman Boubacar Kane, qui a bloqué, qui était le rempart contre la colonisation agricole. C'est Laténer, c'est lui qui a créé la coalition, qui a attaqué le Wallo pour arrêter la colonisation agricole. Donc, il a brûlé l'Ender. C'est Eliman Boubacar Kane. Et en même temps, un campus qui porte le nom de Thierno Souleymane Baal. Donc, centre hospitalier universitaire avec Eliman Boubacar Kane. Et à côté, campus universitaire, de l'université du Fouta, on l'appelle l'université du Fouta, parce que le nom Fouta, je l'ai expliqué tout à l'heure, est important en Afrique de l'Ouest. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Donc, là, le campus, on l'appelle le campus de Thierno Souleymane Baal, avec le centre hospitalier universitaire de Eliman Boubacar Kane. Au centre, Tilone, c'est la capitale politique du Sénégal, c'est le premier Almamé du Fouta, il était là-bas, Abdul Qadir Kane. Mais le rectorat, la présidence universitaire à Matam, c'est la capitale régionale. Et maintenant, on est à Doudel. Doudel, c'est le diminutif de Doudal. C'est à côté de Ndjoum. Doudel, c'est Doudal. C'est un diminutif. C'est une cité scientifique. Et Doudal, c'est notre académie, c'est l'équivalent de l'académie. Donc, on met un mémorial Tekrour. Tekrour, c'est avant Fouta. Donc, ça nous permet de faire connaître l'histoire culturelle, scientifique, politique de la vallée du fleuve. En un lieu. Il y a une diaspora importante de la vallée. Parce que la vallée était un carrefour. Les Wolofs, les Soninké, les Halpar y étaient. Les Peuls n'ont dominé que tout récemment. L'hégémonie Peul de Omar Khan, c'est tout récent. C'est avec Kolitengel. Mais avant, c'était un carrefour. Les Soninké dominaient parfois, les Maures dominaient parfois, les Manding et tout. Les Wolofs dominaient. Et jusqu'à maintenant, il y a des Wolofs, il y a des bastions Wolofs jusqu'à maintenant. Donc, vraiment, c'était un carrefour culturel comme Mésopotamie, comme ailleurs. C'était ça, au bord de l'eau douce. C'est des tiraillements. C'est tout récemment que les Halpar ont dominé. Donc, mémorial de Tekrour, pour faire connaître tout ce passé, tout cet héritage, ça nous manque. Et maintenant, la dernière composante, c'est de créer une école doctorale à Halwar pour faire honneur à Cheikh Omar. Cheikh Omar, c'est Cheikh Omar qui est l'écran qui fait qu'on ne connaît pas notre histoire devant la colonisation. C'est là parce que Cheikh Omar
son envergure est importante, son rayonnement dépasse parfois l'Afrique de l'Ouest. Il est très connu dans le monde arabe, au Moyen-Orient. Il a voyagé beaucoup, il a écrit très tôt. Vous savez, Cheikh Omar, c'est le premier Africain édité. C'est le premier Africain édité, toutes langues confondues. Africain noir, je veux dire, édité. Il est édité en 1876 en Tunisie par l'État tunisien, parce que son livre, Rima, était la référence des Tidjanes. Avant, Jawahir, c'est le livre approuvé par Cheikh Tidjane. Mais il n'était pas encore édité. Mais Cheikh Omar, son Rima était édité. Parce qu'il a rencontré Mohamed Ghali à la Mecque, il a eu Jawahir, il l'a lu, il l'a commenté. Il s'est enfermé au Fouta Djallon pendant 5 ans pour écrire Rima, pour protéger Jawahir. Et finalement, Rima est devenu la référence des Tidjanes, sollicité par tout le monde en Tunisie. Quand les khalifes de Cheikh Tidjane en Tunisie ont vu ça, on dit il faut quand même qu'on protège ça. Il commence à y avoir des falsifications, ce sont des copistes. On recopie, donc il peut y avoir des falsifications. Donc pour protéger notre référence, il faut rapidement l'éditer. Or, les imprimeries étaient rares à l'époque. L'État tunisien avait une imprimerie. Il y a quand même des mécènes qui ont proposé rapidement qu'on édite Cheikh Omar al-Fouti. Donc il fait partie des premiers édités comme écrivain en Afrique noire. Après, on a assemblé à Beyrouth les deux, Rima et Jawahir, dans une même édition. Donc Cheikh Omar, vraiment, son rayonnement. En plus, Cheikh Omar, c'est quoi Tcherno? Vous savez, le colonisateur nous prenait comme des gens non instruits. Donc, comme on dit, la tradition orale. Donc, on n'avait pas d'histoire écrite. Quand ils étaient, il n'y avait pas d'histoire écrite. Jusqu'à ce que Ségou tombe. Ségou est tombé 30 ans après Cheikh Omar avec Amadou Serrou, la mère de son fils. Ils ont trouvé la bibliothèque omarienne, ce qu'on appelle le fonds Archinard, plus de 518. Ils l'ont amené. Là, ils ne l'ont pas brûlé. Ils l'ont amené en France. C'est en fouillant avec Houdas, qui était un arabophone, qui était le représentant du ministère de la Culture, en fouillant, ils ont trouvé quand même Tariq au-Soudan. Cheikh Omar aimait les livres. Il a écrit, mais il aimait les livres. Tariq au Soudan, c'est écrit au Mali. Donc c'est l'histoire du Soudan. Le Soudan, c'est l'Afrique de l'Ouest pratiquement. Ils ont commencé à dire, donc il y a de l'écrit. Ils ont traduit Tariq au Soudan et après ils ont trouvé des bribes de Tariq al-Fattash. Voilà les deux références de notre histoire écrite. C'est à partir de là que le colonisateur s'est intéressé à nos écrits, à notre histoire écrite, en disant, finalement, ils ne sont pas civilisés, mais ils ont une histoire écrite. Ils sont rentrés à Saint-Louis, ils ont commandé avec Zuhroul Bassatine, Cheikh Moussa Kamara, Zuhroul Bassatine, l'histoire du Fouta. Donc, troisième référence. Les 3 grandes références de notre histoire écrite viennent de la bibliothèque omarienne, vous voyez l'écrit. Et ça me permet de rebondir sur ce que vous dites. Là, ils n'ont pas brûlé. Archinard est entré à Ségou, il n'a pas brûlé. Il a pris les livres avec de l'or, il l'a amené en France. Mais ils ont brûlé quand même Pire et Diamant Al-Wali. Mais Pire, il n'y avait pas beaucoup d'imprimés. Il n'y avait pas beaucoup de livres, il faut le dire. Cheikh Omar a eu beaucoup de livres parce que lui, il avait une armée de copistes. Il était en Orient, il a amené beaucoup de livres, il a beaucoup de copieurs, c'est comme Askia Mohamed et Mansa Moussa. Ils ont beaucoup de copieurs, donc ils ont pu avoir beaucoup de manuscrits. Ce n'est pas le cas de Pire. Il y avait quelques livres qu'on enseignait dans nos daras qui étaient copiés pour l'enseignement. C'est comme Diamant Al-Wali, c'est la même chose. Mais quand même, ils n'avaient pas la tradition de brûler. Et là, vous me permettez vraiment de m'indigner, et fortement. Et j'ai un peu, à Lyon, je me suis senti mal, l'indignation qu'on a eue après ce qui s'est passé dans nos universités. Absolument. Pour moi, ce n'est pas aussi fort. Un pays comme le Sénégal, à Lyon, qui a eu ça comme histoire. Une bibliothèque omarienne qui a fait connaître l'histoire africaine écrite, qui est respectée. Mansa Moussa est rentré avec beaucoup de livres après son pèlerinage, avec beaucoup de copieurs. Le livre respecté. Les francis autour de Mansa Moussa, depuis Tombouctou. Un érudit, un livre est protégé. Comme on protège les saints. C'est ça, les francis universitaires. En Afrique, ça existait. Ici, en Ndiambour même, il y avait les francis universitaires. Les gens étaient protégés parce qu'ils étaient érudits, ils étaient connaisseurs de livres. Et ça fait mal. Et l'indignation n'est pas forte. Aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on brûle, qu'au Sénégal, qu'il y ait des contestations, qu'on attaque une université. C'est inacceptable. De savoir. C'est inacceptable. À Lyon, vous auriez aimé. C'est bon. Absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. J'aurais aimé. Je pense que personne ne pense réellement que ce sont des étudiants qui l'ont fait. Je pense que tous ceux qui sont à l'université savent que ce ne sont pas des étudiants. Et je pense qu'il a raison. Cette indignation aurait dû être
encore beaucoup plus accru et que tout le peuple académique, tous les professeurs, tous ceux qui sont en tout cas imbus de savoir, ceux qui savent que c'est le savoir qui est la pierre angulaire sur laquelle on bâtit une nation, auraient dû lever leur voix et dénoncer cela. C'est inacceptable. Je pense que, professeur Diakhaté, vous avez peut-être un mot à dire par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur l'éducation à la formation. Je suis avec beaucoup d'intérêt ces développements et j'avoue que j'ai beaucoup appris. Moi, j'ai fait 2 ans à Matam dans le cadre d'un travail et tout ce qu'il dit, je l'atteste. J'ai vu de grands érudits et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui vous parlent avec foi et surtout engagement de cette éducation-là. Mais pas seulement dans le Fouta, c'est partout au Sénégal où il y a des foyers de grands connaisseurs. Et je pense que cette éducation, comme il l'appelle, je lui emprunte le mot, l'éducation non formelle devrait être formalisée. Et pour que véritablement qu'on puisse, comme effet de contagion, cette éducation-là, ce comportement-là qu'on a dans les écoles non formelles, qu'on puisse tout simplement effet contagion pour que ça fasse tache d'huile et tirer vers le haut dans une certaine mesure, une certaine manière de voir le monde. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans l'éducation formelle qui doit emprunter d'autres curricula à l'éducation non formelle. Absolument. Je rappelle que l'ouvrage s'appelle « Les actes du Congrès du Fouta sur l'éducation à la formation ». C'est le rapport qui a été rédigé par le professeur Mamoudou Yurissal avec la préface du serviteur de la Hadra omarienne, le cher Tcherno Madanital. C'est aux éditions Badiordo. On va rester un peu avec vous, monsieur